Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le Jooms Podcast. Je suis Valérie Djoumessi, j'ai 30 ans et je suis la directrice artistique de Upgrade Agency. Je suis également coach et formatrice certifiée. Je suis accompagnée de ma sœur Liliane. Bonjour, je suis Liliane Djoumessi, j'ai 37 ans et je suis maman d'une petite fille de 5 ans. Je suis la directrice administrative et financière de Upgrade Agency et je suis également coach certifiée. Bonjour, je suis Élise Djoumessi, j'ai 62 ans, je suis maman de 5 enfants. Je suis chef de cuisine chez Upgrade Agency. Hey, moi c'est Clémence, j'ai 22 ans, je suis DJ, sound designer et chanteuse chez Upgrade Agency. Bonjour, je m'appelle Sandra Djoumessi, j'ai 40 ans et je suis maman de 3 enfants. Je suis CEO d'Upgrade Agency, je suis également coach et formatrice certifiée. Il y a 9 ans, on a créé Upgrade Agency. Upgrade Agency, c'est une agence d'événementiel qui propose des événements pour les entreprises et pour les particuliers. On travaille partout dans le monde, où vous voulez, quand vous voulez, si vous avez le budget. Et en 2019, on a lancé les Jooms Podcast. Un podcast familial rythmé par 4 sœurs et moi-même la maman. Nous allons explorer avec vous toutes les facettes de la vie, l'art, la beauté, la mode, la féminité, le sport, l'entrepreneuriat, la famille. Le Jooms Podcast, c'est une conversation intergénérationnelle qui sortira tous les mardis, chaque semaine. Alors on compte sur vous. Bienvenue dans le Jooms Podcast. Hello à tous et bienvenue dans le nouvel épisode des Jooms Podcast. On espère que vous allez bien. Alors, le Jooms Podcast... Désolée Clémence, je t'ai coupé dans ton truc, dans ton élan. Non, what's up? Et elle continue, je te fais... Le Jooms Podcast, c'est une conversation entre 5 femmes de la même famille qui ont décidé de libérer la parole parce qu'on sait à quel point la libération de la parole dans une famille ou dans un groupe est important. Ça permet de nous guérir nous et ça permet également de guérir les générations qui nous suivent. Donc voilà, on espère que vous êtes avec nous et que vous êtes enthousiastes à l'idée de nous écouter. Nous, on est hyper enthousiastes à l'idée de parler. Les filles, comment vous allez? Ça va très très bien. Ouais. Ça va bien, mais il fait froid. Il fait froid, il fait hyper froid. Il fait hyper froid. Bah, -1. -2. On ne t'entend pas, Sandra. -2. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet qui nous tient très à cœur et qui est très tabou. On a l'impression dans nos communautés africaines, dans nos communautés noires ou même dans les communautés d'enfants immigrés, c'est la thérapie. Donc le titre de ce podcast, c'est Je vois un thérapeute, je ne suis pas folle. Yes. Ça, c'est pas sûr en fait. Vous avez 2 heures. Si vous nous connaissez un peu, c'est pas sûr. Ouais, je suis pas folle. On en doute des fois. Pour nous, c'était hyper important de parler de ce sujet parce qu'on a toutes eu à un moment donné besoin et envie d'aller consulter un thérapeute pour nous aider à avancer dans notre chemin, pour nous sortir parfois de situations où on pataugeait. Et on a également réalisé que oui, c'était un énorme tabou, en tout cas dans notre communauté, que ce qu'on dit de manière générale, c'est que la thérapie, la psychologie, c'est l'affaire, je mets des guillemets, des blancs. Des blancs. Et donc voilà, pour nous, c'est important de parler de ça. Les filles, quel est votre rapport avec la thérapie? Liliane? Merci de m'interroger. I know, but we don't have time, that's why I'm going... Écoute, moi je suis pas... j'étais plutôt de celles qui ne consultaient pas. Parce que j'estimais que c'était effectivement peut-être pas pour moi et que j'avais cette tendance aussi à ne pas parler, à m'exprimer. Du coup, ce n'est que très récemment que j'ai commencé à consulter une thérapeute et j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a beaucoup aidée parce que c'est une personne qui est là, déjà qui ne vous connaît pas, donc qui n'a aucun a priori sur vous. Vous pouvez lui parler de ce que vous voulez. Théoriquement, elle est censée ne pas vous juger. Ou elle le fait en silence. Exactement, voilà, ou elle vous le montre pas, mais en tout cas, elle est censée ne pas vous juger et vous apporter éventuellement des conseils, de l'aide et d'essayer même de vous faire trouver vous-même vos solutions par rapport à des situations données. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidée ces 2 dernières années. En tout cas, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde parce qu'en vrai de vrai,
je dirais que les 3/4 des gens ont quand même besoin, voire la totalité des gens, ont besoin d'aller voir quelqu'un qui les écoute, parler de tous les sujets imaginables et possibles, et qui est là juste pour déjà rien que écouter, c'est déjà beaucoup. Toi, tu vas voir quoi? Un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute? Elle est psychothérapeute. D'accord, ok. Est-ce que vous connaissez, les filles, la différence entre les différents types de... Enfin, pas d'école, mais de profession, parce qu'il y a quand même des différences qui sont notables. En fait, déjà, il y a une question de diplôme. Exactement. En fait, c'est pas du tout la même formation. Ensuite, il y a une question médicale. Il y a les psychiatres peuvent prescrire des médicaments, des anxiolytiques, enfin, tous des antidépresseurs. Ce que ne peut pas faire un psychologue. Et après, il y a une différence entre... Moi, je voulais un psychanalyste parce que je voulais faire un travail sur l'inconscient. L'inconscient avec une méthode plutôt freudienne. Donc, c'était un peu précis, mon truc. Mais il y a les courants freudiens, les courants lécaniens. Enfin, voilà. Tout ça, c'est des façons de comprendre le fonctionnement de l'esprit de différentes façons. Mais voilà, Freud a toujours été... j'ai beaucoup lu, en fait, toutes ces recherches sur la psychanalyse. Et du coup, c'était vraiment un élément qui était important pour moi de trouver une psychanalyste freudienne. Alors, en effet, la psychanalyse doit avoir également fait une psychanalyse elle-même. Oui, ce qui est par exemple pas le cas forcément d'un psychiatre ou d'un psychologue qui n'est pas obligé d'être suivi par quelqu'un. Et comme tu l'as dit, oui, le psychiatre, c'est un médecin. Donc, il est également remboursé par la mutuelle. Ouais. Et ça, c'est un élément hyper important parce qu'on va parler des barrières qui peuvent entraîner le fait de ne pas aller voir quelqu'un, un thérapeute. Et souvent, l'argent peut être une barrière. Et on a également un psychologue qui va plus être un universitaire, qui va faire un Master 2 en psychologie. Et lui, en gros, il ne va pas faire de diagnostic ni de prescription de médicaments. Donc, ce n'est pas un médecin. Après, vous avez un psychothérapeute qui, lui, va faire une analyse, une observation, une interprétation des signes et des symptômes. Et en fait, il doit connaître la clinique. Qu'est-ce que la clinique? Je ne sais plus, je ne l'ai plus noté. Allez chercher. Il y a différents praticiens, différents métiers qui ne donnent pas accès au même type de diagnostic, de suivi. Et voilà, c'est hyper important si vous voulez aller voir un thérapeute de savoir ce que vous souhaitez, si vous voulez des médicaments, si vous voulez avoir une analyse plus freudienne ou jungienne, vous voulez avoir un psychanalyste, quelqu'un qui a lui-même fait une introspection, ou si vous voulez juste un suivi à long terme, à court terme. C'est des questions qui sont importantes de vous poser. Clémence, toi, c'est quoi ton rapport avec la thérapie? Quand j'étais plus jeune, donc à l'époque on vivait dans le 95, je me souviens qu'il y avait des gens autour de moi qui allaient voir des psychologues, mais je sais pas comment expliquer. Enfin, ils le faisaient passer comme si c'était quelque chose d'assez négatif d'aller voir une psychologue. Et c'était souvent des gens qui avaient des parents divorcés. Enfin, je sais pas si c'était pas une traîne, mais c'était souvent le scénario qui se produisait. Donc du coup, j'avais pas spécialement d'avis dessus, mais je me disais juste que si j'allais bien, j'avais pas besoin d'aller voir une psychologue. Genre, c'était toujours le rapport de si tu vas mal, tu vas voir une psychologue, si tu vas bien, t'as pas besoin. Alors qu'en vérité, c'est pas vraiment ça. Enfin, qu'on aille bien ou pas bien, en fait, on a toujours besoin d'extérioriser les choses qu'on ressent. Et je trouve que c'est mieux de le faire avec une personne qui te connaît pas spécialement. Après, mon rapport, moi, personnel, pendant un moment, j'ai commencé la thérapie en 2018. On and off, et puis j'ai changé, et puis j'ai rechangé, et puis j'ai fait une très 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 longue pause, et parce que je pense que je suis revenue dans ce truc de en fait si tu vas bien, t'as pas besoin de voir ta psy, alors qu'en fait pas vraiment. Donc là je la revois la semaine prochaine, j'ai repris rendez-vous avec elle. Nice. Si tu m'entends, see you next week. Get donc, ready because I have a lot of shit to tell you. J'ai écrit un livre, donc non, je la revois la semaine prochaine. Et voilà, après, je pense qu'il y a quand même toujours ce truc de tabou quand tu dis que tu vas voir une psy. Généralement, la première chose qu'on me dit, c'est mais tu vas bien? Alors que. Qu'est-ce que ça veut dire aller bien? Parce que moi, c'est vraiment une question. Déjà, c'est un truc qui est un peu vague parce que la plupart des gens disent oui, alors que déjà non. Oui, c'est comme quand tu dis hey, salut, ça va? Et tu dis ouais, ça va. Alors qu'en fait, c'est juste un truc formel en fait, mais tu réponds pas vraiment à la question. Il y a peu de gens qui vont te répondre non, bof, ou ouais, aujourd'hui, vite fait. Est-ce que vous, quand on vous pose la question, ça vous arrive d'être honnête? Ouais. Très rarement. Mais très rarement. Très rarement? Non. Il y a toujours le truc formel quand même, genre oui, et toi?
En fait, Valérie, ça dépend qui me pose la question. Ouais. Parce qu'il y a des gens à qui j'ai pas envie de dire ce que ça va pas, nanana. Et puis, parce que je sais qu'ils n'auront pas l'oreille pour écouter et éventuellement me conseiller. Il y a des gens à qui je dis la vérité parce que c'est mes amis et que je sais que je peux me confier à eux, quoi. Mais sinon... Maïli, toi, est-ce que ça t'arrive d'être honnête quand tu dis, quand on dit, Ellie, ça va? Et tu dis, ça va pas du tout. Ça dépend des personnes avec qui tu échanges. Tu vas pas raconter tes petits bobos à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu diras oui, ça va très bien, alors que dans le fond de toi, tu sais très bien que ça ne va pas. Donc, tout dépend de la relation que tu as avec les personnes avec qui tu échanges. Mon rapport avec toutes ces médecines, tous ces, ces thérapeutes, c'est que longtemps j'ai considéré que, je pense que c'est le truc africain, aller voir un psychologue ou un psychanalyste, c'est que tu es folle, alors que c'est pas du tout ça. Et c'était vraiment une barrière pour moi d'aller consulter, même si je savais que j'avais besoin de parler à quelqu'un d'extérieur qui ne me connaissait pas du tout et qui n'aurait pas un jugement sur ce que je lui dis et qui serait là juste pour m'écouter et m'aiguiller dans ma démarche personnelle. Donc j'ai commencé à la thérapie l'année dernière et j'avoue que vraiment j'aurais dû y aller plus tôt. Ne serait-ce qu'avoir quelqu'un qui t'écoute, qui ne te juge pas, qui te donne des conseils, tout simplement. Et tu vas à quelle fréquence là? Pas assez à mon goût. Ok, ça veut dire que tu vas plus, c'est ça? Voilà, donc non, je vais remettre ça en route, reprendre les rendez-vous, etc. Vraiment. D'accord. C'est une très bonne chose. Sandra? Alors, moi, j'ai fait 1 an et demi de thérapie non-stop. Genre, vraiment non-stop, toutes les semaines, sans exception. Et au début, j'y allais en me disant, j'ai pas envie d'y aller. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Pareil, c'est concerne les autres, c'est pas moi. Moi, je vais très bien. Mais en fait, c'est la notion d'aller très bien. Je me rends compte que c'est extrêmement subtil. Très bien, ça veut dire quoi? Ça dépend. C'est une notion très personnelle en fait. C'est très subjectif. Donc, moi, j'ai tendance à dire aux gens quand on me demande comment ça va, je dis oui, ça va. C'est neutre en fait. C'est pas un ça va qui masque, c'est pas un ça va, c'est un ça va neutre. Parce que finalement, j'ai appris aussi au cours de cette année et demie de thérapie, j'ai plus compris comment je suis, même si je comprends, je pense que chaque jour je comprends des choses. Donc chaque jour j'apprends une chose sur moi. Parfois ça fait bizarre, parfois ça fait mal, parfois ça fait super plaisir. Donc voilà, j'ai compris que ça faisait partie de ma vie en fait d'apprendre ça, une chose sur soi différente chaque jour. Bon, voilà. Au début, j'allais à la thérapie, ça me saoulait parce qu'en fait, on m'a demandé d'y aller et c'était pas une démarche personnelle. Je crois que les 3-4 premières séances, la psy a dû se dire. Bon, elle vient, elle raconte ses trucs, elle sort de là, elle pense que tout va bien, mais voilà. Donc elle m'a laissé parler et en fait, je pense que la 4e séance, j'ai commencé à pleurer à toutes les séances pendant 2 mois ou 3 mois. Ça, c'est la base, Sandra. Voilà, donc du coup, je pense qu'elle attendait que ça... Parce que je parlais plein de trucs et puis elle me disait, oui, ok, bon, d'accord, mais en fait, vous allez comment? Et là, j'étais là, Qu'est-ce qu'elle me pose comme question? Mais je t'ai dit que ça allait bien. C'est quoi ton problème, meuf? Et toi, tu vas comment? Voilà. Putain, c'est bon, quoi. Et au bout de la 4e séance, elle a craqué le code, Sandra, parce que le petit, il est aussi là pour ça, en fait. Il écoute, puis il commence à comprendre les patterns, les reproductions, les traumatismes. Voilà, il entend par les mots, et puis il entend l'inconscient. Donc du coup, au bout de la 4e séance, j'ai pleuré. Je pleurais encore une fois toutes les séances pendant 2 ou 3 mois. Donc c'est hyper intense. Je sortais de là, je prenais le métro, j'étais au bout de ma vie. C'était horrible. Et je pense que là, j'ai commencé à faire le travail intérieur et de me dire, ok, quand je vais à la séance, c'est pas pour raconter que oui, alors nanani, nanana, et des faux trucs qui servent à rien. Va dans les vrais sujets en fait. Va dans les choses que tu as du mal à dire, les choses que tu peux pas partager souvent avec les personnes qui sont autour de toi, parce que tu ne veux pas les blesser, parce que tu veux pas qu'ils soient mal à l'aise, parce que tu n'as pas envie de leur imposer aussi toi-même ton mal-être.
Voilà, donc essaye de prendre ce temps-là pour toi. Voilà, et pas un truc de contrainte. Donc à partir du moment où je suis rentrée dans ce cycle-là, eh ben, c'était un plaisir d'aller chez la psy. C'était un plaisir, c'était mon moment, mon temps, où j'allais apprendre plein de choses, j'allais entendre mon inconscient parler, parce qu'elle m'a appris à entendre mon inconscient. Et ça, c'est super chaud. C'est super chaud. C'est-à-dire que j'ai tout un tas de tics de langage aussi que j'ai, et que je suis en train d'enlever, parce que je me dis, par exemple, quand j'ai dit tout à l'heure, je suis au bout de ma vie, quand on analyse la phrase, elle est ultra violente. Parce que ça veut dire que là, je considère que je peux mourir aujourd'hui ou demain. Donc, je suis en train de travailler aussi sur toutes ces phrases, tous ces tics de langage qu'on dit « je suis bête »,« non mais t'es débile », ou toutes ces choses-là, où tu viens ancrer en fait dans ton inconscient et ensuite dans ton conscient finalement, dans tes actes, des choses qui après sont difficiles à enlever. Donc voilà, maintenant, bon là j'ai fait 1 an et demi, j'ai décidé de faire une pause hivernale, la trêve hivernale. Parce que j'ai beaucoup travaillé en 2019 et j'étais un petit peu fatiguée. Donc j'ai expliqué à ma psy, je reviendrai là-bas vers le 21 mars. Bon, le 21, c'est un peu une date, voilà, mais je reviendrai à ce moment-là, je ferai une hydrothérapie avant et puis ensuite je retournerai faire mes séances de psy hebdomadaires. Voilà. Ok, elle, c'est une psychanalyste. Oui, c'est une psychanalyste. Je n'ai pas eu d'autres thérapeutes avant, donc je ne sais pas quelle est... Enfin, je ne peux pas faire de comparaison, mais je sais juste qu'elle m'a fait apprendre à entendre mon inconscient. Chaque mot a une importance. Et à partir de ce moment-là, on peut arriver à se reprogrammer aussi dans l'instant présent. Donc c'est vraiment un travail qui est intense. C'est pour ça que j'ai voulu faire une petite pause. Ouais, j'imagine. Ok, pour ma part, la thérapie, j'ai commencé ça il y a 2 ans ish, un truc comme ça. Et pour la trouver, en fait, je suis allée sur le site psychologie.com et je l'ai fait au feeling, tout simplement. J'ai regardé un petit peu les différentes personnes dont je voyais les photos. Je voulais que ça soit une femme. Et j'ai vu une vieille dame qui ressemblait à une mamie. Et je sais pas, sa tête m'est revenue. Et je me suis dit, bon, bah, je vais l'appeler, on va voir ce que ça donne. J'ai fait un premier rendez-vous avec elle, premier rendez-vous gratuit. Et elle m'a expliqué un peu comment ça se passait. Et puis moi, j'y suis allée en mode, bon, bah, c'est parti, on y va. J'ai pas vraiment eu une démarche de sélection de thérapeutes comme je l'ai en ce moment parce que je veux en changer et que je cherche quelqu'un qui va être plus adapté à moi. Mais ça allait avec la phase dans laquelle j'étais dans ma vie parce que je n'étais pas quelqu'un qui faisait des choix, en fait, pour moi-même. Je me laissais guider. Ah, bah, ça, ok, ça marche. Ah, je monte. Ah, je descends. Donc voilà, mais elle m'a quand même bien aidée pendant 1 an, une bonne année, un an et demi. Et bon, c'est une psychanalyste. Et pareil, en fait, les premières fois, en fait, moi, j'avais très envie qu'elle m'aime bien, parce que c'est mon côté bon élève. Donc, je voulais être genre sa meilleure sa meilleure cliente. Ça veut rien dire, ça, Valou. Bah si, en fait, t'as des gens comme ça qui veulent que... Non, je veux dire par rapport à ta psy, parce que tu voulais elle t'aime bien. Oui, parce que je suis une nana je suis une bonne élève, moi. Donc, je veux que les gens se disent « Ah là là, Valérie, elle est très cool. Ah, Valérie, elle fait des trucs bien. Ah ouais, ça, c'est une bonne go, tu vois. » Donc, j'avais envie que... Ouais. Mais en fait, c'est pas mauvais en soi, le Valérie. Bah si, c'est un peu mauvais parce que là, dans ce cadre-là, moi, j'ai mis vachement de temps à me laisser aller. Ouais. C'est en discutant avec un ami qui m'a dit moi, ma psy, je la challenge vachement. Je lui dis non mais là, ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Et moi, je me disais oh mon Dieu, il challenge l'autorité enfin genre what the fuck. Et moi, je lui ai dit mais en fait, moi, tu sais, quand je vais chez le psy, en gros, je me lâche pas vraiment. Hein. Il me dit ah bon. Je dis bah déjà je suis maquillée donc ça me fait chier et après je retourne travailler. Donc ça veut dire que si jamais je me lâche, je vais pleurer et après je vais retourner au travail, genre j'aurai une sale gueule, tu vois. Ah ouais. T'imagines un peu? Et il m'a dit Valérie, tu payes combien ta séance? J'ai dit 70 €. Il me dit ça vaut le coup que tu te démaquilles, je pense. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit mais en fait Nick, va comme tu es en fait. Mais en fait c'est intéressant parce que tout se modifie. Comment dire, il y a beaucoup de choses qui se modifient en même temps, c'est-à-dire que j'ai dit bon bah j'arrête de me maquiller le mercredi parce que je vais chez la psy, mais j'ai arrêté de me maquiller de manière générale, ça m'a permis de m'accepter aussi. Enfin voilà, c'est vraiment tout un travail de lâcher prise et du coup il y a eu des moments j'ai mis un peu de temps avant de pleurer, mais ouais, il y a eu des moments qui étaient chauds quoi. Il y a des moments qui étaient chauds et elle me donnait des devoirs, de réfléchir. La phrase préférée.
bon, on va finir la séance là, mais pour la semaine prochaine, j'aimerais que vous réfléchissiez à XXXX. Et toi, tu dis, putain, il faut que je fasse encore des devoirs. Donc voilà, mais j'ai arrêté il y a pas longtemps parce que financièrement, ça devenait compliqué pour moi de tenir. Mais là, je vais reprendre là, bientôt. J'ai demandé cette fois des recommandations de psycho... Alors, je crois que c'est des psychologues, des psychanalystes, qui sont un peu dans mon univers, qui peut être mon univers. Donc voilà, elle était très cartésienne. Si je lui parle des ancêtres, je sentais un peu le sourcil qui allait se lever. Enfin voilà, des énergies. Et j'ai envie d'avoir quelqu'un qui est un peu perché. Comme ça, on se comprend et ça coule de source. Qu'est-ce que vous avez appris, vous les filles, sur genre le truc, l'épiphanie, le moment eureka, le truc qui vous a giflé, la gifle initiatique que vous avez prise avec votre thérapeute et que vous souhaitez partager avec nous? Ok, moi je pense que je rejoins un peu ce que tu disais, Valérie, l'histoire de la première de la classe, alors que j'ai jamais été première de la classe, en vrai, mais ce côté bon élève, enfin c'est toujours pareil, hein, je vais le dire assez clairement, je voulais faire, à chaque fois que je fais quelque chose, je veux faire plaisir à mon père, en vrai. Et donc, du coup, j'ai vraiment pris conscience de ça au fur et à mesure des séances et des thérapies. Et donc, ça m'a giflé. Parce que je me suis dit, en vrai, t'es là, tu as des relations complexes avec ton père, t'essaies de te dire que t'es indépendante et machin et trucs, et en fait, pas du tout. À chaque instant, tu fais un truc, et ben il y a quand même un inconscient qui vient lié à ce que la relation que tu as avec ton père fusionnelle, blablabla. Et il y a le truc assez naturel de dire bon bah voilà, quand tu choisis un mec, tu cherches un peu ton père et blablabla. Donc il peut y avoir ce truc très naturel sur le mec avec qui t'es. Mais après il y a d'autres choses en fait, des mini trucs qui n'ont rien à voir avec la relation que tu peux avoir avec un conjoint. Et tu te rends compte que tu as encore l'impact d'une décision liée au fait que tu veux faire plaisir à ton père. Boring. It's not boring. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que, en fait, ça fait mal parce que tu penses que tu penses que, voilà, à partir d'un certain âge, en fait, ça y est, t'es grande, t'es indépendante, blablabla. Déjà, ça, c'est pas vrai. C'est quoi l'expression qu'on a au pays ? On est toujours un enfant même quand on a la barbe ? Oui, c'est ça. Bon. En fait, voilà, t'es l'enfant de quelqu'un, point. Et ensuite, à essayer de réfléchir, ok, quand je fais un acte, quand je fais quelque chose, est-ce que c'est lié au fait que je vais faire plaisir à mon papa ? Ou est-ce que je fais ça pour me faire plaisir à moi ? Comment tu arrives à faire la différence aujourd'hui ? Enfin, est-ce que tu arrives à faire la différence ? En fait, j'interroge mon deuxième cerveau, qui est mon estomac, il me dit, direct. En fait, le côté, mon cerveau, qui est l'accumulation des souvenirs, le néocortex frontal là, qui vient et qui a toute la raison, l'ordre, tout ça, les habitudes et tout, on peut le déprogrammer. Hein. On peut le déprogrammer, on peut le reprogrammer. Mais c'est vrai que il est dans quelque chose de très rationnel. Et en plus, il y a des souvenirs qui s'accumulent à ça, dans une autre partie du cerveau, et du coup, on a toujours le souvenir, la petite fille, l'enfance et tout. Dans le deuxième cerveau, il y a aussi des souvenirs, mais c'est autre chose. Là, on est sur des émotions. Est-ce que tu peux juste rappeler à ceux qui écoutent ce que c'est pour le deuxième cerveau ? En fait, c'est dans la partie de le bas-ventre, donc la partie plutôt intestinale, et qui vient donc juste en dessous du diaphragme. Vous descendez un tout petit peu plus bas, vous avez vos deux gros, l'un de gros intestins et les petits intestins grêle, pardon. Et donc dans cette partie-là, vous accumulez aussi des émotions liées à des souvenirs positifs comme des souvenirs traumatisants. Et donc du coup, dans une des thérapies que j'ai faites, j'ai pu nettoyer mon côlon, enlever alors pas vraiment enlever, mais dépoussiérer un peu. C'est comme si vous alliez dans votre chambre, il y a de la poussière partout et vous voyez plus trop où sont vos trucs, vous trouvez plus vos affaires, c'est pas rangé non plus. Et là vous dites, aujourd'hui je fais un grand ménage
Donc je viens, j'enlève la poussière, je déplace mes livres, du coup je retrouve des choses qui étaient cachées derrière des livres. Sous mon lit, il y avait plein de trucs, il y avait même des papiers. J'ai bouffé des gâteaux, j'avais lancé des papiers en dessous du lit. C'était là depuis, mais les papiers, ça ne se désintègre pas parce que souvent ça se recycle même pas en fait. C'est un déchet qui a du mal à partir. Voilà, donc c'est pour matérialiser un peu ce qui se passe dans cette partie-là du corps. Et en fait, quand on va nettoyer le côlon, eh bien, on vient comme envoyer un coup de Karcher un peu dans les intestins. Dédicace à Sarkozy. Dédicace à Sarkozy. Ouais, bon. Non, mais voilà, enfin... du coup, j'interroge cette partie-là pour savoir, en fait. Pour savoir, est-ce que c'est quelque chose qui te fait plaisir, Sandra, ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais pour faire plaisir aux autres, mais pas à toi. Voilà. C'est comme ça que je sais. Le deuxième cerveau, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on fera un podcast là-dessus parce qu'il faut savoir qu'on a à peu près 200 millions de neurones dans le tube digestif. Des neurones qui ont une mémoire cellulaire et qui peuvent faire, par exemple, que vous ayez très très envie de manger un Big Mac ou de la junk food parce qu'en fait, c'est des neurones qui s'auto-alimentent et plus vous leur donnez ce qu'ils veulent et plus ils en veulent. Donc parfois, il faut nettoyer, comme a dit Sandra, et donc les changer et faire en sorte que y ait une nouvelle flore bactérielle qui demande des choses plus saines et qui puisse aussi vous donner des indications plus accurate par rapport à ce que vous voulez. C'est hyper intéressant. Hello guys, le podcast est sponsorisé par Upgrade Agency. C'est une agence d'événementiel qui organise des événements sur mesure, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Séminaires, formations, voyages incentives, conventions, soirées de lancement, mariages, anniversaires. N'hésitez plus, rendez-vous sur notre site internet upgrade.paris. Une gifle initiatique que vous avez reçue en thérapie, les filles ? Alors, personnellement, je pense que je suis un peu moins expérimentée que vous, parce que je n'ai fait que quelques séances. Et je ne veux pas me permettre de dire des choses. Pour l'instant, je n'ai pas reçu de gifle, en fait. Pourquoi tu ne fais pas une grosse start dans ta tête, Maggie ? Comment ? Tu veux pas une grosse start dans ta tête comme ça ? Là, on te dit la vérité, ça. Non. Pour la première, la thérapie avec la psy, franchement, elle m'a écoutée, elle m'a aiguillée, elle m'a parlé de tout ce que tu viens de dire, le cerveau frontal, etc. Mais je pense qu'il faut que je la revoie. Pour pouvoir comprendre les choses et pour pouvoir exprimer parler en connaissance de cause. Pourquoi Dis-moi. Qu'est-ce qui fait que parce que nous, ça fait quand même longtemps qu'on y va. Ça fait en moyenne 1 an et demi, 2 ans. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te sois pas lancé dans l'aventure ? Non, mais j'ai expliqué les raisons pour lesquelles. Non, mais j'aimerais en savoir plus. C'est que, voilà, le fait d'aller chez un psy ou d'aller faire une thérapie, si tu vas pas chez le médecin, on te dit, ouais, t'es folle, machin. Voilà. Est-ce que tu connais des gens dans ton entourage, dans ta communauté, là, des gens qui voient des psychologues, des psychothérapeutes, des à ma connaissance, non, j'en connais pas. Mais les gens ne disent pas ce genre de choses en réalité. Je pense pas que ça soit genre salut, je vais chez un psy et toi ? Oui. Non, mais je pense que les pas gens où t'es allé voir le dernier film de trucs. Est-ce que c'est des sujets ? Moi, vraiment pour le coup, moi c'est devenu. Non mais je parle de avec mon nouveau cercle, enfin pas nouveau cercle, mais avec les gens là. C'est normal. Ah ouais, j'ai vu ma psy. Ah, j'allais chez ma psy. Ah non, mais là, tu sais, c'est genre, j'ai mis des chaussures, quoi. Non, mais mal, tu le partages maintenant avec des gens qui sont dans ce même truc. Et éventuellement, avec ta nouvelle personnalité, de dire que, en fait, aller chez le psy, pour toi, c'est normal. Tu le fais. Mais de prime abord, quand t'allais pas voir la psy, tu vas pas te dire... Ou quand, premièrement, elle va voir la psy et qu'autour d'elle, pas grand monde y va, c'est pas forcément évident de se dire salut, voilà. Mais le but, c'est pas d'arriver et dire bonjour, je m'appelle Elise, j'entends bien. Non, ça fait pas partie de ma génération. Et peut-être que le fait que une fois que j'aurai, je serai imprégnée de cette chose, je pense que je en parlerai de manière assez ouverte pour inviter des gens de ma génération un peu plus. Que aller chez un thérapeute, c'est pas parce que tu es folle. Qu'est-ce qui fait selon toi que les gens de ta génération, les immigrés, vous avez des difficultés, bon je sais que t'es pas la porte-parole, mais que vous avez des difficultés à aller consulter quelqu'un quand ça va pas, parce que honnêtement avec tout ce que vous avez vécu, tout ce qu'on a vécu, que ce soit par rapport au Cameroun ou d'autres populations, si on devrait, je crois que les premiers, ça doit être prescrit par l'assurance maladie, tu vois, genre remboursé par la... Ouais, absolument, mais là, je pense que la parole n'est pas libérée, et puis c'est que, comme tu disais, entre guillemets, c'est pour les blancs, ça ne concerne pas le noir, quoi. Le noir a tendance
supporter des choses, à être prendre sur soi, et puis voilà, même si tu t'écroules, tu supportes. C'est quand même assez dingue, pour en revenir à ce que disait Sandra sur le pouvoir des mots, les choses qu'on dit. Quand on dit que c'est un truc des Blancs, ça veut dire qu'on considère que la psyché de l'homme noir est différente de l'homme blanc. Non, mais ça veut dire encore. Ça veut dire qu'on est là et il peut nous arriver tout et n'importe quoi. Il faut quand même qu'on soit debout là et qu'on souffre. Et qu'on souffre en silence. Parce qu'en réalité, les mots, tout ce qui est stress post-traumatique, tout ce qui est lié au traumatisme, c'est un truc d'humain, c'est pas un truc de couleur, c'est pas un truc de culture. On est tous sujets aux mêmes choses, on est tous sujets. On écoutait tout à l'heure le livre de Mel Robbins qui parlait de dissonance cognitive. C'est quand tu penses quelque chose mais que tu vas pas le dire. Tu dis l'inverse. Ça fait une dissonance cognitive dans ton cerveau, c'est comme si ça faisait un court-circuit. Ouais. Et là, quand tu as plusieurs dissonances cognitives et toute ta vie est une dissonance cognitive. C'est chaud. Si ça, c'est pas de la folie pour moi, je sais pas ce que c'est. Et encore une fois, être fou pour moi, enfin, tu vois, genre, la folie, c'est pas un truc. J'allais dire, c'est pas un truc de ouf. Pour moi, on est tous fous, en fait. Pour moi, c'est ceux qui ne savent pas qu'ils sont fous, qui sont vraiment, vraiment fous, vous voyez. Non, mais c'est ça. Parce qu'on on est tous des humains. Rien que, par exemple, la naissance est un événement traumatique. Donc, tu pars de cette base-là. Tu sors de ton cocon où tout est chaud, tout est douillette, à la chop, machin, t'es avec ta daronne. Tu sors, on te tire comme ça, on commence à couper tes bails. Ça, déjà, c'est un événement traumatique. Coupe tes bails. Non, mais et c'est vrai. Et en plus, alors moi, l'autre truc qui est important, c'est que je me suis rendu compte, effectivement, ce que tu dis, Valérie, est vrai. C'est-à-dire qu'on est tous fous, potentiellement. Il y a un film qui est vachement bien, Star Wars, oui, je sais, on parle encore de ça, mais ce qui est hyper intéressant, en tout cas dans les derniers Star Wars, c'est mes enfants ont vraiment compris la différence entre la lumière et les ombres. Vraiment, genre. Après, finalement, Star Wars, c'est ça, c'est ce conflit intérieur de la lumière et des ombres. Et du coup, ça, là, c'est déjà pour moi la caractéristique de l'humain et la possibilité d'être fou. Et en plus, quand tu parles à quelqu'un, finalement, là je parle à Clémence, je ne sais pas ce qu'elle est en train de penser dans sa tête. You don't want to know. Peut-être qu'elle est en train de me dire ouais, t'es une conne, ou là elle est en train de me dire oh, j'adore ma sœur. Je ne sais pas en fait. Alors ça c'est une tendance paranoïaque, by the way. On va parler des maladies mentales. mais tout ça pour dire que on peut tous basculer dans les ombres. C'est pas réservé aux autres. La violence, la paranoïa, la folie, la jalousie. Ouais, le truc. Alors là, vraiment, je pense que ça, pour le coup, c'est un des sentiments simples et basiques, primaires de l'être humain. T'as quelque chose, l'autre n'a pas, ou inversement, et t'as un sentiment de jalousie. Moi, je me suis habituée, en fait. C'est devenu genre, ok, là, en fait, t'as un sentiment de jalousie, là, Sandra. Ouais, bon, ok. Fine. C'est fine, en fait. C'est pas genre, je remue, voilà, et puis c'est là, en intérieur de moi, machin. Parce qu'après, ça passe en acte manqué, en passif-agressivité, enfin, l'inconscient. De toute manière, ce que tu ne verbalise pas, ton inconscient te le fait vivre. Donc si à un moment donné, par exemple, tu n'acceptes pas le fait d'avoir du hate ou de la jalousie ou de l'insécurité, tu t'inquiètes pas que tu vas faire passer ce message-là dans ta manière de te comporter. Il va s'en occuper pour toi, c'est pas un souci. Clémence, toi, une gifle que tu t'es prise lors d'une séance? Je dirais que ma psychologue là, que je vais revoir, elle m'a apprise à avoir plus de compassion pour les autres. Et à plus voir ce que les autres ressentaient aussi, surtout dans les relations conflictuelles. Donc, si j'avais un problème avec une personne, elle m'a appris à voir l'autre côté en fait, du mur et à voir que j'étais pas la seule à souffrir et que la personne avait ses traumatismes et ses raisons et autres et que ça expliquait aussi du coup son comportement et que je pouvais pas forcément me centrer que sur moi et que sur mes émotions parce qu'en vérité j'ai moi aussi mes propres traumatismes et mes propres réactions et que la personne se ressentait peut-être exactement la même chose. Enfin, toute cette partie de comprendre un peu plus l'autre et puis même quand tu connais le passé ou le traumatisme de quelqu'un,
et que tu vas avoir un conflit ou autre avec la personne ou que tu vas la voir simplement agir, ça t'éclaire un peu plus en fait sur son comportement et sur pourquoi il réagit de cette façon-là. Et du coup, tu as aussi moins tu réponds moins au tac ou en mode tu laisses moins ton ego parler parce que tu as le recul pour te dire ok, ça m'a peut-être pas trop plu, mais je sais qu'il a dit ça parce que tac, il a souffert, il a eu ça quand il était petit et tout. Et donc du coup, j'ai un peu plus de compassion et j'essaie d'être plus bienveillante avec les gens. Même si je vais avoir un problème avec eux, je vais aussi prendre en compte leurs problèmes sans que ça soit en mode, je vais pas dire ça pour pas le vexer, mais je vais faire autant attention à la personne qu'elle fait attention à moi quand elle me parle. Enfin, ce rapport de compassion et de voir qu'on souffre tous, entre guillemets, et que chacun a ses blessures et que la plupart des blessures, elles donnent les personnes qu'on a aujourd'hui. Donc, tout ce rapport-là de compassion et de bienveillance. Bon, still working on it, mais c'est un peu plus présent, en tout cas, quand je parle avec une personne et qu'on va être en conflit, je vais en mode, ok, genre, pose-toi, tu sais qu'elle dit ça parce que ça, donc va pas répondre pour la piquer, tu vois, ça sert à rien. Essaye de prendre le recul nécessaire pour avoir une conversation, au moins une relation plus équilibrée. J'écoutais un podcast ce matin de Rachel Hollis qui a interviewé un mec qui a juste décidé de traverser l'Antarctique, je crois, en solo, sans assistance, enfin un délire comme ça, un mec assez impressionnant. Et il expliquait en gros que quand tu as des athlètes comme ça qui font de l'ultra-endurance, donc ça peut être un David Goggins qui est genre « Allez, je vais courir 50 ultramarathons en 2 jours », des trucs comme ça. C'est une volonté ou un choix de choisir sa souffrance en fait, parce que dans tous les cas, tu vas être amené à souffrir. Donc si tu choisis ta souffrance et que tu arrives à la surmonter, déjà c'est un super reminder pour toi quand tu seras dans une situation qui est désagréable et tu dis ah mais en fait j'ai fait ça. Par exemple, la Rachel Hollis, elle expliquait, elle a fait son marathon, c'était hyper dur, elle en pouvait plus. Elle arrivait au mur des 28 km, elle était genre mais qu'est-ce que je fous là. Et ensuite elle s'est rappelée qu'elle avait accouché de son fils 52 heures de labor. Et elle dit non mais attends en fait mais en fait I can do this. En fait I can do this. Donc il disait un truc qui était hyper intéressant, il disait pain is mandatory but suffering is optional. Donc en gros, tu auras toujours de la douleur dans ta vie parce que la vie est faite ainsi. Par contre, tu peux choisir de ne pas souffrir parce que tu peux avoir le pouvoir sur ta souffrance. Et il faut travailler ton mindset en fait. Il faut travailler ça et ta résilience et ta capacité à te dire que la vie ne t'arrive pas, elle n'est pas contre toi, elle arrive pour toi. Toutes les choses, même difficiles, horribles qui peuvent t'arriver, tu peux arriver à les transformer et de faire en sorte que ça soit pour toi dans ta faveur. Ouais, quelque chose de positif. Je ne sais pas si vous avez vu le film Joker. Il y a une citation dans le film Joker qui est assez ouf. Il dit « Le pire dans une maladie mentale, c'est que les gens s'attendent à ce que vous agissiez comme si vous n'en aviez pas. » C'est clair. Et ça m'a... J'ai dit... Accurate. Ah, what? Ouais, et bon, là, on parle de... Dans le Joker, il a quand même des pathologies assez sévères. Il a eu des traumatismes très durs quand il était jeune, qui font qu'il a des TOC, il a plein de choses comme ça. Et donc, on parle de pathologie. Il y a vraiment une différence entre avoir une pathologie et puis, par exemple, aller voir un psychologue ou un psychanalyste, etc. et de faire un travail sur le long terme pour dénouer des nœuds. Peut-être qu'il y a des pathologies derrière, mais c'est quand même deux choses qui sont bien différentes. En revanche, j'ai l'impression que, oui, on a quand même une tendance à vouloir faire en sorte ou faire croire au monde que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'on n'a pas de problème de paranoïa, pas de problème de dépendance affective, pas de problème d'addiction, pas de problème... C'est un peu lié aux réseaux sociaux aussi. Ouais. Parce que ce truc-là de pas montrer qu'on va pas bien, et notamment, je pense aux plateformes les plus récurrentes, tu vois, par exemple Instagram, c'est quand même une application qui te fait voir le meilleur de la vie de tout le monde. Et je suis plus de personnes qui montrent leur vraie vie, donc les downs comme les ups, mais c'est quand même en majorité des gens qui montrent que les ups, donc ça aussi ça te met indirectement dans un mindset où tu te dis ouais mais en fait je vais jamais pouvoir poster un truc où je suis en train de pleurer ou un truc où je suis vulnérable parce que en vrai tous ces gens-là ils ont une vie de ouf, donc pourquoi moi je serais là et je viendrais étaler ma réalité en vérité. Mais c'est vrai qu'on est souvent, en tout cas avec les réseaux sociaux, on est poussé à montrer que les côtés fun et glamorous de notre vie et à laisser ou à vivre seul entre guillemets les côtés un peu plus down qui arrivent en vrai régulièrement. Donc je pense que ça aussi influe sur le fait que les gens ne prennent pas forcément au sérieux tout ce qui est thérapie, etc. Parce qu'il n'y a peut-être pas aussi beaucoup de gens
On dit qu'il n'y en a pas, hein, mais il n'y en a pas, enfin, en tout cas dans notre génération, il n'y en a pas énormément qui vont aller dire genre moi je vois MC ou It's OK ou donne des concerts sur la santé mentale. Enfin, c'est pas des sujets qui sont énormément abordés ou pris au sérieux en tout cas. Et c'est là où c'est hyper important de choisir le contenu que tu consommes parce qu'en réalité, il y a toute une communauté ça. qui est en mode mental health, Yeah. j'ai des problèmes, etc. Donc c'est sûr Ouais. que si tu suis les personnes qui vont plus Fake. fake it et montrer des super fringues, des super vacances, et c'est génial, hein, enfin j'ai envie de ça aussi, mais qui vont pas te dire que en fait toute la nuit ils ont pas réussi à dormir parce qu'ils avaient une insomnie, parce qu'ils étaient en mode anxiété au max, parce que ils arrivent pas à gérer tel truc, ou ils ont des problèmes financiers, etc. Ou que l'enfant n'a pas dormi la nuit, parce L'enfant. qu'il y en a beaucoup qui sont parents aussi. Exactement. Voilà. Et tu dors pas la nuit quand t'es parent? Ou alors qu'il y a des personnes qui ont des problèmes d'imbalance hormonale qui font que ils se sentent pas bien. On parle de dépression postpartum, ou même pendant le cycle menstruel, ou même juste. Enfin voilà, il y a La vie, quoi. Il y a La un vie, milliard quoi. d'occasions d'être pas bien, de La pas être vie. bien. La vie, la vie. Toi, Liliane? Alors, ça a été alors déjà de parler de moi. J'avais plutôt tendance à parler des autres, éventuellement des choses. Ça tournait autour des gens qui étaient autour de moi et qui influaient sur Donc mon... je crois qu'elle a beaucoup parlé de nous en thérapie. It's really nice, but Thank you. it's not the point. Take my coins. Pas vraiment en fait, Valérie. Mais bon, c'est pas grave. Oh, Anyway. wow, too bad. Mais du coup, en fait, l'idée c'est que la thérapeute me faisait me recentrer sur moi et ce que ça me faisait et ce que je pouvais y faire. Et elle m'a fait comprendre qu'en gros, déjà, tu peux pas changer les gens s'ils ne décident pas qu'ils changent eux-mêmes. Et que même si effectivement tu fais 50% du travail pour pouvoir te modifier toi, et ben l'autre, elle doit faire les 50% restants, sinon ça ne se modifiera pas. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, donc j'essaye de changer une personne, 2 personnes, 3 personnes en particulier, et en fait, je sens que ça ne marche pas. Donc effectivement, en ayant conscience de ça, c'est de se dire que soit tu arrives à faire que la personne en face prenne conscience qu'elle a besoin de changer ou de parler à quelqu'un ou d'évoluer, et soit tu lâches la relation et tu passes ton chemin, quoi. Donc ça, c'était un peu quelque chose qui était compliqué pour moi, effectivement de parler de moi et ensuite de me rendre compte que je ne pouvais pas changer les gens s'ils n'avaient pas décidé de le faire eux-mêmes. C'est clair que souvent c'est une diversion pour pas juste faire le taf toi-même, quoi. Il y a aussi de ça. En fait, l'idée de ne pas parler de soi, c'est qu'effectivement, quand tu parles pas de toi, ça veut dire que tu évites les sujets qui sont un peu painful pour toi. Donc, le démarrage de la thérapie, c'était vraiment genre, je parle de plein de sujets, un peu comme ce que disait Sandra tout à l'heure, je crois. Et en fait, les vrais stuff sont arrivés et ensuite, effectivement, j'ai pleuré à chaque séance. Mais à chaque séance, quoi. Mais c'était pour le mieux, parce que quand tu dis pas des vraies choses à ta thérapeute, à qui tu vas les dire en vrai. En plus de la paye, c'est pas donné. Quoique, attends, on parle de c'est pas donné, mais il y a des centres et des endroits où c'est gratuit. Bien sûr. Genre, exactement. tu vas parler à quelqu'un et t'écoutes gratuitement. Donc c'est pas une question de sous en réalité, même si j'entends que effectivement il vaut mieux bien se sentir avec son thérapeute, parce que si tu vas et que tu te sens que soit la personne te juge, soit elle t'écoute pas, soit t'as pas trop envie d'y retourner. Donc le but, c'est quand même de trouver quelqu'un qui puisse être présent et avec qui tu as un bon feeling, parce que c'est avec lui que tu vas passer quand même une partie de ton temps et à expliquer des choses qui sont pas forcément faciles dans ta vie. Donc il faut vraiment que tu te sentes bien avec ton thérapeute ou ton psychanalyste ou ton psychiatre, peu importe qui tu choisis d'aller voir. Pour ma part, la gifle initiatique le truc que j'ai compris qui m'a un peu changé ma vie, c'est sur ma dépendance affective, donc une tendance à être vraiment dépendante affectivement parlant à une personne tierce. Et ce qu'elle m'a fait remonter d'hyper intéressant, parce que moi je me disais bon mais ça doit être dû à mes parents, blablabla, désolée Maëlie et papa, désolée, mais généralement c'est lié à l'enfance, etc. Elle m'a dit oui, mais pas que. Elle m'a dit que en fait, y avait un élément culturel qui jouait sûrement. Et c'est là où ça a ouvert le monde pour moi de l'épigénétique, que j'avais un petit peu découvert avec des auteurs comme Jodorowsky. Et en fait, me dire, si culturellement, tu as une société dans laquelle, par exemple, quand tu n'es pas une femme mariée, tu n'es pas considérée, forcément, dans l'inconscient, en fait, tu vas créer une forme de dépendance, parce que tu sais qu'on ne va pas te valider tant que tu n'es pas madame, tu vois. Et en fait, ça, de savoir ça m'a... Je me dis, ah oui, donc en fait, il y a aussi ma culture africaine, les cultures de mon ethnie qui ont un impact
sur la manière dont je vais me comporter dans une relation, par exemple, parce que c'est vraiment lié pour moi aux relations avec une personne de l'autre sexe, une relation intime avec une personne de l'autre sexe. Donc de comprendre que qu'il n'y avait pas juste une raison qui était un peu obvious pour moi, mais qu'il y avait un lien avec la lignée et une culture que je ne connaissais pas encore suffisamment à l'époque et que je connais, je pense, toujours suffisamment pas. C'est ça, en fait, qui me permet d'avoir des clés et de me dire, plus tu vas connaître ta culture et d'où tu viens, et plus tu vas pouvoir dénouer des choses qui sont encore là dans ton inconscient et dont tu n'as même pas encore conscience qu'elles ont un impact dans ta vie. Et ouais, ça a été assez intense. Sandra et Eliane, vous qui êtes maman, du coup, mais maman de petits-enfants, comment est-ce que vous abordez l'idée de la thérapie avec des enfants ? Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez ou pas du tout ? La thérapie, en fait, elle est pas simple parce qu'on voit l'intérieur de soi. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il y a effectivement le fait d'avoir peur parce qu'on a tout un tas de conditionnements qui font qu'on ne va pas vers la thérapie, mais aussi l'autre chose, c'est que souvent, en fait, on a conscience quand même que la thérapie va nous emmener à voir l'intérieur de nous-mêmes. Et donc les choses bien et les choses moins bien qu'on a faites. Donc les enfants, qui sont des choses que nous avons générées à deux, ce sont des petites choses. Voilà, des choses que nous avons générées à deux. J'ai regardé un reportage avec les enfants. Comment on fait les bébés ? Ah oui, c'est-à-dire qu'on a du mal. Aujourd'hui, on ne sait pas comment expliquer comment faire les bébés aux enfants. J'ai pas pas encore trouvé. Non, mais j'ai pas encore trouvé la vidéo qui explique en étant clair sur la sexualité et versus. Comment ? Même c'est pas sorcier. Ça reste très les spermatozoïdes tout. Enfin, c'est abstrait quoi. On sait pas d'où ça sort. Enfin, c'est très bizarre. Mais je vais finir par trouver. Bon, j'ai fait une parenthèse. Mais dans tout ça pour dire que ça sort. ça sort comme ça sort. Malox. N'importe quoi. Bon, tout ça pour dire que je les regarde maintenant totalement différemment. Parce que comme j'ai une meilleure lecture de moi-même un petit peu chaque jour, j'ai une meilleure lecture de mes enfants un petit peu chaque jour. Et j'essaie de faire le maximum à chaque fois de ce que je peux faire pour les aider. Et quand je suis bloquée, je fais appel à des spécialistes. Et donc j'ai amené une de mes filles chez un pédopsychiatre. Chose que je me disais, alors là, le pédopsie. Quand j'avais des potes qui disaient, ouais, j'amène chez le pédopsie, je suis, oh là là, elle n'arrive même pas à gérer ses gosses, c'est trop nul. C'est ça. Voilà. Bon. Je ne dirai plus jamais ça dans ma vie. Non, mais en fait, en tout cas, une de mes filles, ça l'a complètement débloqué, quoi. Et ce qui est génial, c'est qu'avec les enfants, la thérapie va 10 fois plus vite que pour les adultes. Même 100 fois plus vite. Surtout à cet âge-là, ouais. En fait, comme on n'a pas autant de marqueurs émotionnels, quand vous faites une thérapie avec un enfant de 5 ans, génial. Encore plus quand vous-même vous suivez une thérapie et que vous êtes open sur le sujet et que vous mettez à chaque fin de séance, vous vous dites ok, nouveau challenge, il faut peut-être que je mette ça en place, il faut que j'échange plus. Moi, je suis vraiment pour éviter au maximum les traumatismes, même si j'ai bien conscience qu'il y en aura. Et en fait, finalement, c'est très bien qu'il y en ait parce que ça forge aussi l'ego et la personnalité d'un individu. Voilà, il peut s'appuyer sur des expériences qui sont, oui, plus ou moins traumatisantes en fonction de la perception qu'on a, mais je pense que c'est important. Être dans un monde des bisounours, je pense pas que ce soit une réponse également à ça. Donc, par contre, ce que je fais, c'est que je libère la parole dans l'espace avec les enfants. Libérer la parole, c'est ça que ça m'a appris la thérapie. Libérer la parole vraiment, vraiment. Qu'ils puissent exprimer leurs ressentis, qu'ils puissent exprimer leurs émotions. Mon fils, il pleure. Et quand il pleure, je lui dis pas ouais, arrête de pleurer, les garçons pleurent pas. Pas du tout. Et ça, c'est vraiment... écoutez-moi bien, toutes les mamans. Ne dites pas ça à vos garçons. Ouais, c'est clair. Vous bloquez émotionnellement leur capacité après à ressentir des émotions. C'est hyper, hyper, hyper important ce que je suis en train de dire. Laissez-les pleurer. Écoutez-les. Preach. Voilà. C'est bon. God is Merci. good. Always. Bon, c'est juste parce qu'on est en mode Greenleaf en ce moment, mais God is good and sisters are good also.
Ok, écoutez, merci beaucoup les filles de votre participation pour ce nouveau podcast. Je pense qu'on va faire une version 2 de ce podcast parce qu'on a tellement de choses à aborder sur la santé mentale, sur la thérapie. C'est vraiment une des missions qu'on s'est donnée, de faire en sorte que les gens arrivent à libérer la parole et que ça ne soit plus un tabou et une chose dont on ait honte, parce que c'est hyper important d'être en paix avec soi-même, c'est hyper important de savoir ce qui se passe dans nos têtes, c'est hyper important de savoir gérer ses émotions, c'est hyper important, c'est un devoir qu'on a tous, parce que en réalité, on ne pourra pas faire un monde meilleur si on est tous complètement fucked up et inconscients. Sur ce, je vous souhaite Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée si vous nous écoutez le soir. Merci encore 1000 fois d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. On est encore toujours très friandes de vos retours. Soyez reconnaissants parce que la vie est belle. Voilà. Fuck yeah. Soyez reconnaissants, les gars. C'est bon là. Allez, à plus. Ciao. Bon dimanche. Bon dimanche.